Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction. Pour ce numéro dédié à l'arrêté des comptes, nous vous proposons un format un peu différent. Nous avons reçu Jean-Charles Boucher, associé au sein de RSM France, coprésident de la commission commune de doctrine comptable de la CNCC et du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et membre de la commission des normes privées de l'autorité des normes comptables. Comme l'an dernier, les nouvelles règles relatives aux fonds commerciaux et aux malus techniques sont des points importants pour l'arrêté des comptes sociaux, mais sous un angle un peu différent puisque cette année, les entreprises ont l'obligation d'appliquer ce changement de réglementation pour les comptes 2016. Celles-ci ont pris des décisions et fait des arbitrages qu'elles doivent désormais communiquer dans l'annexe des comptes. Jean-Charles Boucher nous a apporté un éclairage sur l'impact de cette nouvelle réglementation et les particularités de l'annexe 2016. Un entretien signé Michael Icard et Stéphanie Auger. Jean-Charles Boucher, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec plaisir que nous vous recevons ici sur le plateau en direct de la rédaction. Je vous propose de commencer de suite donc, sur le sujet de l'arrêté des comptes avec les fonds commerciaux. En premier lieu, un rappel de ce que devaient faire les entreprises avec leurs fonds commerciaux inscrits à l'actif de leur bilan pour les exercices 2016. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois aujourd'hui. C'est vrai que cette actualité sur les fonds commerciaux, on en avait déjà parlé l'année dernière, est un sujet qui est au cœur de l'arrêté des comptes 2016, puisque le dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2016 pour toutes les entreprises. Alors effectivement, il y a un gros sujet sur cette notion de fonds commercial, parce que les entreprises ne savent pas finalement, ou ne savent plus, ce que c'est exactement. Le fonds commercial, ce n'est pas le fonds de commerce. Le fonds commercial, c'est quelque chose qui est un composant du fonds de commerce. Le fonds de commerce, quand vous achetez une activité, c'est une marque, c'est un droit au bail, ce sont des brevets, ce sont du matériel, ce sont également des stocks, le cas échéant. Et le reste, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on n'a pas pu évaluer ce que c'était dans le prix de l'activité qu'on avait acheté, eh bien, on a mis ça en poste fonds commercial. Ça représente finalement la clientèle, l'achalandage, quelque chose qui est assez difficilement palpable et mesurable séparément. Donc du coup, les entreprises sont en train de se reposer des questions de savoir qu'est-ce qu'elles ont bien pu poser dans ce poste fonds commercial, même si la ligne s'appelle fonds de commerce. Et du coup, elles doivent tirer les conséquences ensuite de cette analyse pour savoir comment traiter ce résiduel qui s'appelle fonds commercial. Alors, l'ANC, l'année dernière, avait dans son règlement été claire, elle avait dit que c'était un actif qui a une durée et qu'il fallait donc, la première question à se poser, c'était de savoir quelle est finalement cette durée. Et si on arrivait à estimer une durée sur cet actif-là, il devait être amorti sur cette durée. Alors évidemment, ça a créé un émoi à partir du moment où on parle d'amortissement d'un actif qui est résiduel, qui n'est pas mesurable séparément. Et l'ANC est allé plus loin dans le processus puisqu'il a présumé que cet actif n'avait pas de durée. Donc c'est extrêmement fort parce que quelque part c'est protecteur dans la mesure où on se dit je n'ai pas de durée donc je ne vais pas commencer à me pénaliser sur la rentabilité. À l'inverse, il faut quand même se poser la question. Il ne faut pas spontanément aller vers la présomption. Et il y a des conséquences, mais je pense qu'on les verra tout à l'heure, parce que le fait de dire qu'il n'y avait pas de durée, ça peut avoir des conséquences. Oui, effectivement. Alors, les entreprises vont utiliser la présomption et s'abstenir de faire une analyse de la durée et d'utilisation de leurs fonds. Elles peuvent continuer à ne pas amortir les fonds commerciaux. Alors, la réponse est effectivement oui, elles peuvent ne pas amortir, comme elles le faisaient avant. Simplement, il faut quand même se poser les questions. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même vérifier que le fonds commercial sur lequel porte cette activité a une durée ou pas. Il ne faut pas simplement dire, finalement, le législateur a proposé une présomption, je ne me pose aucune question, j'amortissais pas avant, j'amortirai pas après, ça ne me change pas la vie. En fait, il faut se poser la question, d'une part, pour déjà savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'on trouve souvent des choses un peu étonnantes, parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Alors, soit on ne s'est pas posé la question par faute de motivation, soit parce qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui avaient acheté des activités où il y avait une rubrique qui s'appelait fonds de commerce et le contrat ne donnait pas le détail de la composition de ce fonds de commerce. Donc du coup, de facto, elles l'ont mis là-dedans, dans ce poste fonds commercial, et elles ne vont pas aller refaire l'analyse. Alors, il y a certaines qui ont commencé, en revanche, parce que les montants étaient énormes, à vouloir redécortiquer ce qui était mis dans ce poste. Elles peuvent le faire, hein, rien n'interdit de le faire. Bon, déjà, on peut se poser la question de savoir pourquoi elles ne l'ont pas fait avant. Bon. Mais elles peuvent profiter de ce dispositif pour se reposer des questions, de redécomposer ce poste. Si elles le décomposent
en différents éléments pour avoir finalement une valeur résiduelle la plus faible possible, c'est possible, mais dans ce cas-là, ça sera assimilé comme une correction d'erreur pour le dirigeant et le commissaire aux comptes devra aussi faire une observation à ce titre-là dans son rapport sur les comptes annuels. D'accord, mais là, il y aura une tolérance. Je pense par exemple aux petites entreprises. Elles n'ont pas forcément les moyens de réaliser des investigations poussées. Alors, vous parlez de la petite entreprise et c'est vrai que c'est un sujet parce que autant le régulateur a été clair en disant bon, ben, ne vous posez pas de questions sur... vous pouvez a priori faire jouer la présomption, ne vous posez pas plus de questions que ça, sauf que ben, à un moment donné, il faut quand même vérifier que c'est vraiment le cas. Hein, moi, je sais qu'il y a des clients, par exemple, qui ont un fonds commercial attaché à des concessions de restaurants sur des durées très longues. Bah, quelque part, il y a une durée. On ne peut pas dire que je n'ai pas de durée. Donc, il faut quand même se poser la question. Si les entreprises reconnaissent la présomption, elles devront faire un test d'évaluation. Un test d'évaluation sur un fonds commercial, ça veut dire évaluer une entreprise, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Évaluer une entreprise tous les ans, c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle l'ANC a proposé pour les petites et moyennes entreprises des simplifications, c'est-à-dire d'éviter d'aller entraîner ces entreprises à un test de dépréciation tous les ans et de leur proposer forfaitairement d'amortir ce fonds commercial sur 10 ans sans se poser de questions sur la durée. C'est-à-dire, au lieu de tester, finalement, elles vont amortir obligatoirement sur 10 ans. Alors, c'est bien parce que ça évite de se poser des questions. Néanmoins, ce n'est pas déductible fiscalement. Donc vous avez des entreprises qui ne vont pas forcément aller vers l'amortissement systématique linéaire, même si c'est soulageant pour ne pas se poser de questions. Alors ces entreprises, quelles sont-elles? C'est des entreprises qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice 2016 les critères qui sont 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan, 50 salariés. Dès lors que l'entreprise ne dépasse pas ces seuils, elle rentre dans cette option. Attention, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Parce que j'entends souvent de dire on va aller tout droit, c'est obligatoire. Non, c'est une option. Elle peut ne pas le faire, elle peut s'engager dans des tests et elle peut aussi dire que la durée, c'est une vraie durée qu'elle est capable de démontrer avec une documentation probante. Alors, une fois que l'on a déterminé que le fonds là n'a pas de durée limitée, que doit-on faire? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le gros de la réforme. On est en train de dire aux entreprises, il faut faire une évaluation, et ça c'est obligatoire, et ça nous met, nous, professionnels, une vraie pression, parce que, d'abord parce que l'entreprise ne sait pas faire. Donc, en tant qu'expert comptable, il va falloir expliquer à l'entreprise qu'on va lui évaluer son entreprise, on va expliquer aux dirigeants qu'on va évaluer son entreprise tous les ans. Ce qui est quand même une démarche complexe. Déjà, on n'a pas l'habitude tous de l'évaluation, donc il faut revenir à des méthodologies d'évaluation, expliquer ceci aux clients. Ça va évidemment créer un surcoût de temps, voire financier pour les entreprises. Et puis, il va falloir aussi, si l'entreprise le fait toute seule, ce test, le challenger. Parce qu'on va demander certes à l'entreprise de prendre des budgets. Alors déjà, avoir un budget à plus d'1 an, c'est compliqué pour une PME. Alors vous imaginez... ce que ça va être quand on va lui demander de faire des évaluations sur des durées un peu plus longues, de prévisions budgétaires, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment expliquer, et ça je pense que nous, professionnels, on a de la pédagogie à faire vis-à-vis des entreprises. Alors les grandes entreprises sont habituées à ce genre d'exercice, notamment les sociétés cotées qui font des IFRS, elles font déjà ça tous les ans. En revanche, la petite entreprise, s'évaluer tous les ans, elle n'a jamais fait, enfin, sauf en cas de coup dur ou d'opportunité de se vendre, elle ne va jamais faire une évaluation régulièrement, annuellement. Donc là, il y a vraiment de la pédagogie, nous, professionnels, et je dis bien nous, commissaires aux comptes, experts comptables. Il ne faut pas commencer à dire « Oh là, le commissaire aux comptes ne peut pas s'immiscer dans la gestion ». Non, donner de la méthodologie à un client, c'est autorisé par nos normes. Il ne faut pas hésiter à faire cette communication. Et puis, il va falloir aussi former nos collaborateurs. Enfin, c'est quelque chose que je dis souvent partout, de dire « N'oublions pas nos collaborateurs, il va falloir les reformer à des techniques d'évaluation parce qu'il y a plein de pièges, mais j'espère que vous allez faire des séances de formation sur l'évaluation. Il y a énormément de pièges sur ces techniques et qui sont méconnus et qui mériteraient d'être remis à plat avec cette réforme. Ah, très bien, d'accord. Alors, passons maintenant aux utilisateurs des comptes des entreprises. Vont-ils pouvoir s'y retrouver? Là, je pense par exemple aux banques, aux fournisseurs. Quelles informations vont leur être fournies?
Alors, là, le texte ne dit pas, enfin, le texte de l'ANC ne dit pas grand-chose sur cette question-là, mais il est clair qu'une info en annexe est obligatoire. Surtout si vous avez pris des choix de retenir la présomption, de prendre une durée, d'aller vers les 10 ans, parce que vous voulez prendre l'option simplification pour la petite et moyenne entreprise. De toute façon, il faudra expliquer la situation dans l'annexe. Alors, après, tout dépend des conséquences que tout cela va avoir. Et de ces conséquences va dépendre aussi la qualification qu'on va donner à cette information dans l'annexe. Est-ce que c'est un changement de méthode? Est-ce que c'est un changement d'estimation? Voire une correction d'erreur. Je vous disais tout à l'heure, les entreprises qui vont profiter de ce dispositif pour aller analyser leur fonds de commerce, redécortiquer des choses qui n'étaient pas redécortiquées, c'est clairement une correction d'erreur aujourd'hui. Donc il faudra expliquer, alors c'est dur de dire que c'est une erreur, bon, mais il faudra quand même l'expliquer dans l'annexe, et le commissaire aux comptes, lui, devra, à mon avis, si c'est très significatif, de faire une observation dans son rapport. Mais ça, je pense que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes va faire une communication là-dessus pour aider les confrères à accompagner la rédaction du rapport, que ce soit changement de méthode, justification des appréciations, observation, comment rédiger tout ça. Très bien. Un autre point délicat que j'aimerais aborder avec vous concerne les malus techniques dégagés lors de fusions ou d'opérations similaires. Quel changement majeur pour les comptes 2016 ? Alors ça, effectivement, c'est notre spécialité franco-française. On est deux en Europe à avoir ce dispositif de Mali inscrit à l'actif. En fait, je vous rappelle, hein, le Mali technique, c'est d'abord c'est un faux Mali, donc qu'on soit bien clair. Le vrai, lui, en général, a dû être traité en charge financière à l'époque, ou charge exceptionnelle. Nous, on parle d'un faux. Le faux, c'est la capacité, au moment où on a fait une fusion, de pouvoir identifier des plus-values latentes sur une opération d'apport. En fusionnant, on a apporté les actifs et les passifs, on a pu détecter des plus-values latentes et on a donc reconnu ces plus-values au poste Mali technique qu'on a appelé fonds commercial, puisque à l'époque le texte disait que ça doit s'affecter en fonds commercial. Donc la nouveauté, et ça c'est un élément aussi très important pour 2016, ça a été de demander aux entreprises d'affecter comptablement ce Mali aux actifs sous-jacents sur lesquels les plus-values latentes dont je parlais tout à l'heure portent. Ça veut dire qu'en pratique, il va falloir passer une écriture. Ce n'est pas une info en annexe. Il faut passer une écriture comptable visant à solder le poste fonds commercial par des postes qui seront, et l'ANC a créé des comptes, Mali sur immobilisation incorporelle, Mali sur immobilisation corporelle, Mali sur immobilisation financière, actifs circulants, tout autant de composantes sur lesquelles on attend de l'entreprise une analyse de l'affectation de ces plus-values latentes et on va passer les écritures en conséquence. Donc ça, c'est la première chose. Il va falloir décortiquer le Mali et affecter comptablement à ces postes. Alors, attention, parce que sur certains actifs, quand on va affecter cette plus-value latente, certains actifs qui sont concernés par cette plus-value sont amortissables. Et ça veut dire que dès lors que le Mali portera sur ce type d'actif, il devra être amorti sur la même durée de l'actif sur lequel il porte. Et ça, c'est non déductible fiscalement. J'insiste là-dessus parce qu'on entend aussi des travers de dire ça va aller avec le reste, ça ne sera pas vu, pas pris. Bah si, maintenant il y a des comptes. En cas de contrôle fiscal, l'administration peut bien évidemment suivre ça parfaitement. Et donc voilà, il faut bien penser que si l'actif sur lequel on porte ce Mali est amortissable, il sera amorti, le Mali sera amorti, ce qui est une nouveauté en soi, puisqu'on est en train de dire on amortit le Mali, chose qu'on ne faisait pas, comme vous le savez, avant. Et donc, va-t-on pouvoir également déprécier les Mali techniques ? Alors, effectivement, c'est comme un autre actif, c'est-à-dire qu'on va l'affecter sur une immobilisation amortissable, donc on va amortir le morceau en question. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas se poser de questions sur la dépréciation. La dépréciation reste de toute façon un sujet pour tout actif. Dès lors qu'on a un indice de perte de valeur sur la dépréciation d'un actif amortissable, on peut se poser la question de savoir s'il ne doit pas être déprécié en plus de son amortissement linéaire. Et bien, ça sera pareil sur le Mali, et ça sera bien évidemment pareil sur les postes sur lesquels porte le Mali sur des actifs notamment non amortissables, bien sûr. Si on est en indice d'un perte de valeur, il faudra se poser la question. Mais votre question est complètement pertinente pour la partie du morceau du Mali
qui ne pourra pas être affecté à un actif qu'on a dénommé, à une licence, un brevet, un immeuble, un terrain, une machine, enfin n'importe quoi. Le texte de l'ANC dit que dès lors qu'on ne peut pas affecter ce mali sur un actif identifié, il reste au poste fonds commercial. Donc on revient avec la notion de résiduel. Et comme il revient en fonds commercial, il va subir le traitement lié au fonds commercial, c'est-à-dire test de dépréciation obligatoire. Et si on déprécie, il faudra passer une dépréciation qui, je vous rappelle, est irréversible depuis le 1er janvier 2016. Toute dépréciation passée sur ces notions d'actifs, qui soient incorporelles, et notamment fonds commercial, ne seront jamais réversibles. Jamais, c'est fini. Donc s'il y avait des dépréciations passées à l'époque sur des fonds commerciaux, c'est mort. L'entreprise ne peut pas les reprendre cette année. Il fallait le faire avant le 31 décembre 2015. Très bien. Les entreprises peuvent avoir des actifs sous-jacents complètement amortis. Dans ce cas, comment amortir les malis affectés? Alors ça, ça c'est la question que personne n'a voulu traiter. Oui, bon, d'accord, c'est très bien, parce que c'est vrai que ce n'était pas intuitif. On a été à la commission des études comptables, que j'ai le plaisir de présider là, depuis quelques années maintenant, sollicité énormément sur ces questions de Mali, et notamment sur le cas de Mali affecté à des immeubles qui sont complètement amortis. Alors, ce n'était pas erratique en soi, c'est tout simplement que vous aviez une entreprise qui avait acheté un immeuble, qui l'avait amorti sur une durée extrêmement rapide pour profiter de la déduction fiscale de l'amortissement linéaire, mais l'actif était toujours là. L'immeuble était toujours là, elle l'utilisait, elle avait pris certes 40 ans d'amortissement, mais finalement, la vraie vie de l'immeuble, c'était 60. La preuve, elle continuait à travailler dessus et à l'exploiter. Et donc, la question qu'on se posait, c'était de savoir, j'ai un Mali qui a une vraie valeur, avec un actif sur lequel il porte qui est à 0. Est-ce que le Mali, je le mets à la trappe, comme si j'étais dans le cas où j'ai un Mali qui concerne un actif qui a disparu, ou alors je considère que l'actif, le Mali en question, représente la valeur résiduelle de l'actif que je suis toujours en train d'utiliser ou d'exploiter. Et la réponse de la commission a été de dire, c'est ça, c'est une valeur résiduelle. On a confirmé cette analyse, de dire finalement, elle était représentative de cette valeur, cette différence, et donc il faut l'affecter à l'immeuble et l'amortir sur la durée résiduelle à courir de l'immeuble. En l'occurrence, dans mon cas, c'était une durée de 60 ans par rapport à 40 initialement prévus. Donc on a dit aux confrères, amortissez-le sur les 20 ans qui restent, bien sûr non déductibles. Je répète là-dessus, ne croyons pas qu'on a ressuscité la fiscalité du Mali. Non, il reste non déductible. Tant que le Mali concerne une opération qui a subi le régime de faveur, il n'est jamais déductible. Jamais. Finissons avec les informations spécifiques à inscrire dans l'annexe des comptes. Quelles sont les informations que les entreprises doivent surtout mentionner? Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce règlement, tout ce qu'on vient d'évoquer ce matin, est finalement un changement de méthode en soi. Hein. Après, il faut voir au cas par cas si c'est un changement d'estimation, un changement de méthode stricto sensu ou une correction d'erreur. Mais c'est un changement de réglementation, c'est sûr. Donc ça veut dire info en annexe, quoi qu'il arrive, quel que soit le traitement, et notamment sur le Mali, il faudra inviter les entreprises à expliquer comment elles ont décortiqué ce Mali, quelles écritures elles ont passées, quel est le plan d'amortissement dès lors qu'il court, et de facto, le commissaire aux comptes devra faire une observation sur ce changement, puisque c'est un changement de réglementation. Alors attention, parce que j'entends aussi dire ça de temps en temps, ce changement, certains professionnels commencent à dire que le changement est rétrospectif. C'est une grosse erreur. Le changement en question est certes un changement de réglementation, mais qui est prospectif. Parce que quand on pense changement de méthode, on pense tout de suite rétrospectif, on va tout corriger par les capitaux propres. Non. L'ANC a été très clair. Quand il a estimé que ce changement ne devait pas avoir d'impact conséquent sur les comptes de l'entreprise, parce que finalement, on se repose des questions qu'on aurait dû déjà se poser avant. Donc, a priori, personne n'attend de changement. L'idée était de dire, s'il y a un changement, il est nécessairement prospectif. Donc, c'est là où les confrères sont peut-être un peu perturbés, parce que c'est vrai que c'est rare des changements de méthode prospectifs. Là, il y en a un, c'est un exemple clair. Donc, ça veut dire information dans l'annexe, rapport
sur les comptes aussi faisant l'objet d'une observation, d'une appréciation également, et puis l'annexe bien détaillée. Eh bien, merci Jean-Charles Boucher écoutez, pour cet échange précieux. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un peu d'actualité sur ces sujets-là qui font beaucoup de bruit. Très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. C'est la fin de notre magazine. Je vous remercie pour votre fidélité. L'information se poursuit bien évidemment sur nos sites et sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter nos sujets. Le mois prochain, nous vous préparons un focus sur la réforme du référentiel normatif. À très bientôt.